Bonjour à tous. Donc, le but aujourd'hui de cette capsule, c'est de vous initier au modèle ISLMFE, qui va être notre modèle principal pour le reste du cours. Vous voyez, vous devriez voir normalement moi, la vidéo, ainsi que ma présentation PowerPoint. Vous pouvez aussi avoir accès à la présentation PowerPoint du cours de cette présentation à travers Zoom cours. Donc, si vous vous rappelez, donc, dans la deuxième partie de ce cours, on passe à tout ce qui est cycle économique, donc les phénomènes de court terme, récession, politique monétaire, politique fiscale, inflation et ainsi de suite. La dernière fois, on a donc discuté du fait que si on regarde un peu, si on regarde un peu les données, conceptuellement, les macroéconomistes ont tendance à faire une distinction entre ce qu'on appellerait la tendance de long terme et les fluctuations autour de cette tendance. Donc, on avait donné le nom de PIB potentiel à cette tendance de long terme et à l'opposé de ce qu'on appelle donc le PIB, qu'on mesure en général, le PIB réel dans les données. Donc, on avait dit que le PIB potentiel est beaucoup plus lisse. Il a donc tendance à fluctuer beaucoup moins dans le temps. Et donc, il y a des périodes, comme vous le voyez ici à l'écran, il y a des périodes où, par exemple, à la suite de la grande récession de 2008-2009, où l'économie chute en dessous de son PIB potentiel. Désolé pour l'erreur dans les couleurs. Donc, le rouge ici, c'est vraiment le PIB réel. Donc, le PIB réel chute en dessous de son PIB potentiel et c'est à ce moment-là qu'on dit qu'il y a un écart de production négatif ou un output gap négatif. Maintenant, la grande question qui a animé les macroéconomistes depuis maintenant très longtemps, en fait, depuis la Grande Dépression, c'est pourquoi est-ce que, comme ça, on dévie nos tendances, notre tendance de long terme. En fait, pourquoi est-ce qu'on a des cycles économiques? Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas de produire à notre plein potentiel? Et il y a des périodes, donc, on met des gens à pied, on voit une chute des revenus des entreprises, des revenus des ménages, et ainsi de suite. Au fond, pour simplifier, probablement sursimplifier un peu cette question, disons qu'on peut faire ici la distinction entre deux grands aspects de la macroéconomie. Donc, on a d'un côté l'aspect offre, qui au fond, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. D'accord? Donc, au fond, on pense du côté production d'une économie. Donc, le fait qu'à l'aide d'intrants, par exemple le capital, le travail, tout ça aidé de la technologie, donc la productivité, on produit des biens et des services d'une année à l'autre, d'une période à l'autre. Et donc ça, au fond, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc on l'a vu à travers le modèle de Solow, on l'a vu à travers le marché du travail. Donc ce sont toujours des situations, au fond, où l'emphase est sur le côté offre. L'idée, dans la vision un peu plus classique de l'économie, c'est qu'au fond, un pays produit, donc offre des biens et des services, et ces biens et ces services, au fond, donnent lieu à une demande, évidemment, puisqu'ils doivent être consommés d'une manière ou d'une autre par différents acteurs. Et donc, c'est la vision plus classique. La grande révolution keynésienne des années 30 et ce qui a suivi, c'est vraiment au fond de dire que on ne peut pas penser à la demande comme étant tout simplement un résultat de l'offre, de la production, mais plutôt comme étant le fruit en soi des décisions des différents agents économiques, les ménages, les entreprises et ainsi de suite. Donc, le consensus, et encore une fois, il y a eu beaucoup de débats sur ce sujet à travers le temps, mais disons qu'aujourd'hui, on pourrait dire que le grand consensus en macroéconomie, quasi-consensus en macroéconomie, c'est que les fluctuations économiques à plus court terme sont dues à des chocs de demande, alors que les phénomènes de plus long terme, donc croissance de long terme, les phénomènes du marché du travail, par exemple, l'effet de la technologie, et ainsi de suite, ce sont plus des aspects de production et d'offre. Donc, au fond, ce qu'il nous faut, c'est qu'il nous faut un vrai modèle de demande. Il faut un modèle qui introduit vraiment au cœur de sa mécanique un rôle spécifique pour la demande et non pas se dire, bon, on produit, puis au fond, on ne s'inquiète pas trop de ce qui va advenir de cette production. Et c'est là qu'on entre donc, que fait son entrée le modèle ISLMFE. Un petit peu d'histoire. Le modèle ISLMFE, ou une autre façon de dire tout simplement le modèle ISLM, est au fond, est souvent interprété comme étant
une modélisation, une formalisation des pensées de John Maynard Keynes. Donc, si vous retournez, par exemple, au livre écrit par Keynes, je vous dis tout de suite, je ne les ai pas lus en entier, c'est extrêmement difficile à lire. Mais si vous retournez à ces écrits-là, évidemment, il n'y a pas d'équation là-dedans. Il n'y a pas vraiment de modélisation en tant que telle. Il n'y a pas un graphique avec des courbes qui bougent et ainsi de suite. Plutôt, c'est un exposé, d'accord, qui met de l'avant certaines idées. Et si vous voulez, les disciples de Keynes, par la suite, ont voulu essayer d'un peu de formaliser sa pensée. Donc, c'est entre autres le cas de Hicks, Hicks, qui ont voulu formaliser sa pensée, la modéliser, la mettre dans un cadre conceptuel. Et c'est de là qu'un peu est né le modèle ISLM. Okay? C'est un modèle qui, malgré ses défauts, et on va passer à travers ses défauts éventuellement, donc malgré ses défauts, il permet de capturer quand même une grande fraction, je dirais, de l'intuition par rapport au fonctionnement de la macroéconomie à court terme. Donc, quel est ce modèle ISLMFE? C'est un modèle d'équilibre, d'accord? On a un modèle d'équilibre général, on dirait, ou un modèle d'équilibre simultané. C'est-à-dire ça va être basé sur trois marchés qu'on connaît, nos trois marchés qu'on a déjà vus, le marché du travail, le marché de l'épargne, l'investissement et le marché de la monnaie. Et vraiment, l'idée du modèle ISLM, ce qui le rend différent de notre étude de chacun des marchés en isolement qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est que ça permet de capturer les interactions entre ces marchés. Au fond, de permettre de comprendre pourquoi, par exemple, est-ce qu'on a deux marchés qui permettent de déterminer le taux d'intérêt d'équilibre. Donc, on avait le marché de l'épargne d'investissement d'un côté, le marché de la monnaie. Dans les deux cas, sur l'axe des Y, si vous vous rappelez, il y avait le taux d'intérêt réel R. Et donc, ce modèle-là va permettre de s'assurer que tous les prix et les quantités dans les trois marchés sont simultanément en équilibre et cohérents. Okay, on va voir ce que ça veut dire dans un instant. Et évidemment, le but de tout ça, c'est d'avoir une théorie des cycles économiques, une théorie qui nous permet de comprendre la dynamique des taux d'intérêt, la dynamique de l'inflation, évidemment la dynamique du PIB et ainsi de suite. Et surtout, il donne un rôle prépondérant aux politiques économiques. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup parlé de politique fiscale ou monétaire. Le seul moment où on a parlé vraiment de politique fiscale, c'est dans le contexte, par exemple, du modèle d'épargne et d'investissement, où là, on avait dit, une augmentation des dépenses gouvernementales, G, amène, si vous vous rappelez, donc ça a un impact sur l'épargne. Éventuellement, ça amène un effet d'éviction. Si vous vous rappelez, centrale à cette analyse était l'hypothèse que l'augmentation, par exemple, l'augmentation des dépenses gouvernementales en tant que telle n'augmentait pas Y. Pourquoi? Parce que Y, en tant que tel, était déterminé par notre fonction de production de Cobb-Douglas, par A, K et N. Et au fond, ce que faisait G, tout simplement, c'est de changer la composition de Y, d'augmenter G et de faire baisser l'importance relative de C et I, de la consommation et de l'investissement. Donc, là, ce qu'on veut maintenant, évidemment, pour comprendre un peu mieux le rôle des politiques économiques, c'est d'avoir un modèle qui dit, ben voilà, au moins à court terme, on augmente G, ça permet d'augmenter Y. Okay. Donc, l'idée de base du modèle ISLMFE, c'est de décrire l'équilibre de ces trois marchés avec un seul graphique. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va avoir trois courbes. Et ces trois courbes vont décrire au fond des combinaisons du taux d'intérêt réel R et du PIB réel Y, de manière à ce qu'un marché en particulier est en équilibre. Et ça, c'est très, très important de comprendre ça. D'accord? Je vais revenir souvent là-dessus. Dans un diagramme économique habituel, par exemple un diagramme de demande et d'offre, on aurait deux courbes qui représentent chacune des décisions de demande d'un côté et des décisions d'offrir ou de produire de l'autre côté. Okay? Ici, ce n'est pas ce que ces courbes vont représenter. Ces courbes vont vraiment représenter, chaque point d'une courbe va représenter un équilibre possible, potentiel, dans un marché donné. Okay? On va revenir là-dessus en détail, mais ça va être très, très important à notre compréhension de ce qui se passe. Donc, il va y avoir trois courbes. Chaque courbe correspond à un marché. En fait, les lettres qui caractérisent ces courbes ne viennent pas de nulle part. Elles veulent dire quelque chose. Donc, la courbe FE veut dire Full Employment. FE, Full Employment, ça se rapporte au marché du travail. La courbe IS, Investment Saving, donc épargne et investissement. Et finalement, la courbe LM pour le marché de la monnaie, L pour Liquidity et M pour Money. Donc, ce qu'on va faire, on va passer à travers chacun de ces trois marchés
Et à chaque marché va nous permettre de construire, si vous voulez, une courbe qui correspond à ce marché-là. Donc, on va y aller étape par étape. Donc, la première courbe qui va nous intéresser, c'est la courbe FE, qui donc représente l'équilibre du marché du travail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si on se rappelle un peu, donc, si on se rappelle un peu le marché du travail, on avait une offre de travail et une demande de travail. Okay? Je n'ai pas besoin de retourner même sur ce graphique-là. On avait une offre de travail et une demande de travail, on avait un équilibre. Cet équilibre était au point où ces deux courbes se rencontraient. Et cet équilibre nous donnait un N étoile, si vous vous rappelez, et un salaire réel aussi. Donc là, concentrons-nous pour un instant sur la quantité, donc le N étoile. Maintenant, dans le temps, on n'a pas vraiment utilisé ces termes-là, mais il faut vraiment penser à N étoile comme étant au fond une situation de plein emploi. D'accord? C'est-à-dire une situation où le marché de l'emploi est en équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire que le marché de l'emploi est en équilibre? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est au plein emploi? Ça veut dire qu'au salaire réel d'équilibre, donc à notre W sur P étoile, toute personne qui veut travailler trouve un emploi, en gros. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Il y a pas, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de chômage involontaire. Il n'y a pas de personne qui dit pendant des mois et des mois, moi je voudrais un emploi, le salaire qui est offert sur le marché m'intéresse, donc j'ai envie de participer au marché de l'emploi, mais je ne trouve pas d'emploi. Okay? Donc, c'est ce que représentait notre marché du travail. Donc, le croisement de ces deux courbes, c'était à un point d'équilibre. Okay? Au fond, la courbe FE représente le PIB de plein emploi dans notre économie, qu'on va appeler YFE, encore une fois, Y Full Employment. Et donc, au fond, l'idée ici, c'est vraiment de dire, on a une courbe qui nous dit quel est le niveau potentiel, parce qu'au fond, YFE va représenter le PIB potentiel, le niveau potentiel de notre économie quand notre marché de l'emploi est en équilibre. C'est-à-dire quand ceux qui veulent travailler trouvent des emplois. On peut s'imaginer, donc si on retourne maintenant un peu à notre fonction de Cobb-Douglas que vous avez au milieu ici. Donc, au fond, l'idée ici, c'est que le niveau de l'offre de PIB, qu'on peut dénoter comme YFE ou YPOT, est déterminé par l'équilibre sur le marché du travail, où l'équilibre sur le marché du travail correspond à N étoile ici. Donc, quand on est à N étoile, on est à YFE. C'est la même manière de dire ce dont on avait discuté au dernier cours, qui est que quand on a une économie qui est à son potentiel, c'est aussi une économie, au fond, qui est en plein emploi. Okay? Et maintenant, ce qui est crucial, donc on a dit que cette intuition, d'accord, est capturée par la courbe FE. Mais remarquez, si je retourne en arrière pour un instant, que la courbe FE est verticale ici. C'est-à-dire, pour n'importe quel taux d'intérêt réel, le PIB de plein emploi, le PIB potentiel, en d'autres mots, est constant. C'est-à-dire que le PIB potentiel, PIB de plein emploi, n'est pas une fonction du taux d'intérêt réel. Et c'est une hypothèse centrale, au fond, à la façon dont on a dessiné cette courbe. Il n'y a aucune relation directe, à court ou moyen terme, entre la production et le taux d'intérêt. À long terme, on peut s'imaginer qu'il y en aurait une. On peut s'imaginer que, par exemple, dans un contexte où les taux d'intérêt sont très élevés, ça décourage l'investissement, ça décourage donc l'accumulation de capital, et un capital plus faible, éventuellement, va amener un PIB potentiel plus faible. Mais à court ou même moyen terme, on va faire l'hypothèse que le stock de capital, honnêtement, c'est comme un gros paquebot qui est dur de faire dévier de sa trajectoire. Donc, le stock de capital ne fluctue pas beaucoup, surtout pas à des changements dans le taux d'intérêt. OK? Maintenant, qu'est-ce qui pourrait amener un déplacement de cette courbe FE? Au fond, rappelez-vous, qu'est-ce qui se cache de FE? Ce qui se cache de la FE, c'est la fonction de production. Et cette fonction de production dépend de A, K ou de N étoile, qui est notre emploi à l'équilibre. Donc, au fond, tout ce qui affecte les niveaux de A, K et N étoile, ou N étoile, amèneront un déplacement de la courbe FE. Okay? Par exemple, imaginons qu'il y ait une réduction de l'offre d'emploi. Okay? Épidémie. D'accord? Épidémie qui amène soit le décès ou le confinement d'une partie importante de la force de travail. Donc, on a maintenant moins de travailleurs disponibles. On a donc
un N étoile qui est plus faible. Au fond, dans notre modèle du marché du travail, c'est comme un déplacement vers la gauche de l'offre de travail, NS. Et donc, on a un déplacement vers la gauche, dans ce cas-là, de la courbe FE, parce que notre PIB potentiel est affecté négativement. Autre exemple, un désastre, une guerre qui amènerait une destruction d'une partie du stock de capital. Encore une fois, ça aurait un impact sur le PIB potentiel de l'économie, ça déplacerait notre courbe FE vers la gauche. Au contraire, une augmentation soudaine, d'accord, il faudrait que ce soit quand même assez rapide, mais une augmentation soudaine de la productivité de A amènerait un déplacement vers la droite de la courbe FE. Donc, c'était aussi simple que ça. La courbe FE est la plus simple de toutes. Au fond, et comme on va voir plus tard, la courbe FE, dans cet écouteur, on ne va pas jouer souvent avec. Ou plutôt, on va considérer notre courbe FE comme étant un peu notre point d'ancrage de l'économie. Là, le point vers lequel l'économie tend éventuellement à moyen et long terme. Donc, on reviendra là-dessus. Donc, il s'agit d'une courbe verticale qui correspond à l'équilibre de plein emploi. Bon, ça, c'était donc la partie facile. Maintenant, les choses se corsent un peu au moment où on veut dériver les deux autres courbes, les courbes IS et LM. Ça va demander donc plus de réflexion, plus d'analyse, mais on va y aller étape par étape. Donc, une fois qu'on s'est occupé du marché du travail, tournons-nous maintenant vers le marché des biens et des services, ou au fond, ce que j'appelle aussi le marché de l'épargne d'investissement. Ça revient au même, selon les livres, ils donnent un nom ou l'autre. Donc, c'est ce qui va déterminer la courbe IS. D'abord, qu'est-ce que représente la courbe IS? Okay? Donc, je vais le dire très doucement, très calmement. Le but, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière, avant de comprendre comment on l'a dérivé. La courbe IS représente le taux d'intérêt réel d'équilibre sur le marché de l'épargne pour différents niveaux de PIB. Okay? C'est-à-dire que chaque point sur cette courbe représente une combinaison de R et de Y tel que le marché de l'épargne d'investissement est en équilibre. D'accord? Donc, rappelons-nous un peu qu'est-ce qui se passait dans ce marché de l'investissement. On avait d'un côté l'épargne. L'épargne était une fonction de plein de variables, c'est clair, mais entre autres, elle est une fonction de deux variables qui nous intéressent ici. Elle était une fonction du taux d'intérêt réel, un taux d'intérêt plus élevé, encourageait l'épargne. Et aussi une fonction du revenu. On sait que quand il y a une augmentation soudaine du revenu, ça amenait, oui, de la consommation additionnelle, mais aussi de l'épargne additionnelle. De l'autre côté, on avait la courbe d'investissement. Et au niveau du marché de l'investissement, on avait entre autres parlé de l'impact du taux d'intérêt réel, encore une fois, sur l'investissement. Et là, c'était assez clair qu'une augmentation du taux d'intérêt réel amenait une baisse du désir d'investir des entreprises. OK. Donc, revenons à notre courbe IS pour un instant, qui vraiment se cache derrière cette condition d'équilibre que vous voyez sur la diapo. La première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que cette courbe IS a une pente négative? Okay? Pourquoi elle n'aurait pas une pente positive? Au fond, ce n'est pas aussi évident, ce n'est pas aussi logique, si vous voulez, ou intuitif que dans le cas, par exemple, de comprendre pourquoi est-ce que la courbe d'investissement a une pente négative. Donc maintenant, il faut qu'on passe à travers la dérivation de la courbe IS. Alors, la première chose qu'on doit se poser comme question, au fond, c'est comment est-ce que les changements du revenu, donc des changements de Y, affectent le marché de l'épargne d'investissement? Okay? Donc, rappelons-nous un peu à quoi ressemble notre marché de l'épargne et de l'investissement. Donc, au fond, vous pouvez là, vous prendre même une feuille de papier à côté. C'est exactement ce que je vais faire, comme ça je vais le faire en temps réel avec vous. Et sur cette feuille de papier, faites-vous un graphique de l'épargne d'investissement comme on s'en rappelle. Okay? Donc, on avait, dans ce graphique-ci, on avait le taux d'intérêt réel. Donc, vous le voyez ici, on avait le taux d'intérêt réel sur l'axe des Y. Et sur l'axe des X, nous avions l'épargne et l'investissement. D'accord? Donc, on avait deux courbes. On avait la courbe d'épargne, qui est une pente positive, et la courbe d'investissement, qui est une pente négative. C'est ce que vous voyez à l'écran et ce que vous faites peut-être en ce moment sur un bout de papier. Et ça nous donnait un taux d'intérêt d'équilibre qu'on va appeler pour l'instant R1. C'est le taux d'intérêt initial, c'est celui qui nous intéresse, c'est la situation initiale. Okay?
Donc, si vous vous rappelez, le modèle ISLMFE est représenté par un graphique où on a sur l'axe des Y le taux d'intérêt réel et sur l'axe des X le PIB réel. C'est un graphique qui nous donne la relation. Au fond, ce qu'on va trouver, c'est quel est le niveau du taux d'intérêt et du PIB à un point dans le temps et à la suite de différents chocs. Donc, vous avez à la droite, et là, c'est pas pour rien qu'ils sont bien alignés, d'accord? Vous avez à droite le graphique de ISLMFE, donc avec R et Y sur les axes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a qu'à un certain niveau de revenu Y1, okay, on a un certain niveau d'épargne, c'est-à-dire donne un revenu au ménage, il y a une partie qui vont épargner, une partie qui vont consommer, et ça va donner un niveau d'épargne nationale qui correspond à S en fonction de Y1. Le croisement des deux, donc, nous donne un taux d'équilibre R1, et ça correspond à, au fond, une combinaison du revenu, Y1, et du taux d'intérêt R1, tel que ce marché de l'épargne d'investissement est en équilibre. Maintenant, rapportons au fond cette combinaison R1-Y1 sur les graphiques de droite. Remarquez, là, on n'a pas de chiffre ici, d'accord? Donc, je prends juste un point qui correspond à R1 et un niveau de Y1 qui va me permettre d'illustrer ce qui s'en vient. OK? C'est pas plus grave que ça. Donc j'ai en gros à gauche l'épargne d'investissement pour un certain niveau du revenu, niveau Y1. J'ai un taux d'intérêt d'équilibre R1, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que je peux donc le rapporter dans mon graphique de droite comme étant une paire R et Y. C'est un équilibre. OK? Excellent. Maintenant, posons-nous la question. Qu'est-ce qui se passe si le revenu augmente dans mon économie? Donc, tout d'un coup, mes ménages se retrouvent plus riches. Si vous voulez. Pas plus riches, mais au fond, un revenu plus élevé. Je n'aurais pas utilisé le mot richesse ici. Donc, un revenu plus élevé. Donc, on va considérer maintenant que Y2 est plus grand que Y1. Donc, on sait ce qui se passe. À la suite d'une augmentation du revenu, il y a une partie de ce revenu additionnel qui va être consommé, mais il y a aussi une partie qui va être épargnée. Donc, il y a une augmentation de l'épargne nationale, toute autre chose étant égale par ailleurs, évidemment. On ne change que Y ici. Donc, ce que ça veut dire, une augmentation de l'épargne nationale, ça veut dire que pour le même niveau du taux d'intérêt, j'ai maintenant une épargne nationale qui est plus élevée. Tout bon jusqu'à maintenant? Excellent. Donc, j'ai un déplacement vers la droite de ma courbe d'épargne nationale. Quel est le résultat de ça? Ben, R1 n'est plus un taux d'intérêt d'équilibre. Ça, on le sait, on a déjà fait cette analyse dans le passé, qu'on a étudié l'épargne d'investissement. Donc, maintenant, j'ai un nouvel équilibre à un taux d'intérêt R2. Et donc, j'ai un taux d'intérêt plus faible. Mais remarquez que ce taux d'intérêt plus faible, pourquoi j'ai obtenu un taux d'intérêt plus faible d'équilibre? Ben, c'est parce que j'ai augmenté le revenu. Encore une fois, toute autre chose étant égale par ailleurs. Donc, j'ai un revenu plus élevé, ça fait augmenter mon désir d'épargner, ça fait baisser le taux d'intérêt d'équilibre, et donc, dans mon graphique de droite, j'ai maintenant un point, si vous voulez, qui correspond à la paire R2-Y2, où tout ce qui est important, c'est de voir que R est plus faible, mais Y, bien évidemment, est plus élevé. C'est ce qui nous a permis justement d'obtenir un R plus faible. Et voilà. C'est la courbe IS. Évidemment, je pourrais faire ça avec plein d'autres valeurs de Y du revenu et j'obtiendrai la courbe IS. Et remarquez ce qui est très important ici. Je le répète de nouveau. Chaque point sur cette courbe IS correspond à une combinaison du taux d'intérêt réel et du PIB réel, tel que le marché de l'épargne d'investissement est en équilibre. D'accord? C'est ça l'interprétation de la courbe IS. Chaque point sur cette courbe est un point d'équilibre dans le marché de l'épargne d'investissement. Okay. Donc, j'espère que c'est clair maintenant. Un petit point de rappel. Ici, quand on revient à la courbe IS, donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui amènerait des changements dans la courbe IS et ainsi de suite? Au fond, évidemment, un changement de revenu ne va pas amener un déplacement de la courbe IS. Le changement de revenu nous a permis de dessiner, au fond, la courbe IS. En d'autres mots, c'est la règle habituelle.
Un changement de revenu, puisqu'il s'agit d'une variable qui est sur le graphique, sur l'axe des X ici, un changement du revenu correspond à un déplacement le long de la courbe. Par contre, tout autre facteur qui amènerait un déplacement de S ou de I dans le graphique de gauche entraînerait un déplacement de la courbe IS dans le graphique de droite. Donc, tout facteur qui amènerait un déplacement de la courbe d'épargne ou la courbe d'investissement amènerait un déplacement de la courbe IS. Donc, je donne quelques exemples ici. Un optimisme des firmes plus accru amènerait une augmentation de l'investissement et amènerait un déplacement vers la droite de la courbe IS. Une augmentation de la richesse des ménages amènerait un déplacement de la courbe IS vers la droite. Une augmentation des dépenses gouvernementales, aussi la courbe IS vers la droite. Une augmentation des impôts, aussi, cette fois-ci plutôt un déplacement de la courbe IS vers la gauche. Pour l'instant, je ne passe pas le temps sur vraiment comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces déplacements. J'ai juste fait une liste de divers facteurs qui pourraient amener un déplacement de la courbe IS. On va le faire quand on va passer aux applications. Ça va être ça va être un petit peu moins, un peu moins emmerdant, un peu moins dry de le faire à travers des applications que de passer à travers des scénarios un par un. OK? Donc, ce qui est important ici, si je reviens en arrière, on a donc utilisé notre marché d'épargne d'investissement pour dériver la courbe IS et on a donc maintenant, victoire, on a notre deuxième courbe pour le modèle ISLMFE. OK? Pour clair, probablement vous allez devoir visionner cette vidéo plusieurs fois, vous allez devoir vous rapporter aux notes de cours pour vraiment vraiment comprendre un peu la logique, l'intuition derrière ces courbes. Et puis ensuite, on fera des applications en classe. Donc, il nous reste une courbe, la courbe qui correspond au marché de la monnaie. Et cette courbe s'appelle la courbe LM. Donc, encore une fois, la courbe ici correspond à une collection d'équilibres, mais cette fois-ci dans le marché de la monnaie au lieu d'être dans le marché de l'épargne d'investissement ou le marché du travail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'intuition derrière la courbe LM? Au fond, je vais reprendre les mots que j'ai utilisés pour la courbe IS ici. La courbe LM représente le taux d'intérêt réel d'équilibre, c'est important, sur le marché de la monnaie pour différents niveaux du PIB. Okay? L'équation clé pour la courbe LM est notre équation d'équilibre, d'accord, dans le marché de la monnaie. Et quelle est la condition d'équilibre dans le marché de la monnaie? Il faut que l'offre de monnaie, MS sur P, ou l'offre réelle de monnaie, on l'écrit en termes réels ici, est égale, excusez-moi, à la demande réelle de monnaie, qui, vous vous rappelez, correspond à notre fonction de liquidité L. Cette fonction de liquidité elle-même est donc une fonction du revenu réel Y et du taux d'intérêt nominal qui lui-même peut être décomposé dans le taux d'intérêt réel R et l'inflation anticipée pi E. Donc maintenant, pourquoi est-ce que je l'ai dessiné déjà la courbe LM? Vous voyez que je l'ai dessiné avec une pente positive alors que la courbe IS avait une pente négative. Donc, la prochaine question, c'est de se demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que la courbe LM a une pente positive ici? D'accord? On va le faire avec des graphiques, comme tout à l'heure pour la courbe IS, mais juste pour vous donner un peu une idée de l'intuition, c'est que vraiment ici, qu'est-ce qu'on a? D'accord? On a une relation positive à l'équilibre entre le PIB ou le revenu Y et le taux d'intérêt réel d'équilibre R. D'accord? Et pourquoi c'est le cas? Revenons un peu à notre réflexion sur le marché de la monnaie. Quand on a une augmentation du revenu, on a au fond une augmentation des besoins de transactions. Les gens ont plus de revenus, veulent acheter plus, donc ça veut dire qu'ils vont vouloir faire plus de transactions. Qu'est-ce qu'ils utilisent pour les transactions? Ils utilisent de la monnaie. Donc la demande de monnaie va augmenter à la suite de cette augmentation du revenu réel. Quel est l'impact d'une augmentation de la demande de monnaie? Au fond, comme il y a plus de demande pour cet actif, le prix ou le coût d'opportunité, en fait, dans ce cas-ci de cet actif, le taux d'intérêt réel va devoir augmenter pour établir l'équilibre. Okay? Donc ça, c'est l'intuition en 3 petites lignes. Allons-y maintenant avec l'analyse graphique. Donc, encore une fois, j'ai une analyse avec 2 graphiques. À gauche, j'ai mon marché. À droite, j'ai mon graphique de ISLMFE.
OK? Donc, à gauche, c'est mon marché de la monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur l'axe des Y, j'ai le taux d'intérêt réel. Sur l'axe des X, j'ai la quantité de monnaie réelle. Okay? On donne aussi le nom en caisse réelle. Okay? Donc, c'est en gros M sur P. J'ai deux courbes dans ce marché-là. Donc, j'ai ma courbe d'offre de monnaie, MS sur P, qui est, rappelez-vous, la MS est contrôlée entièrement par la Banque centrale pour l'instant. Donc, on ne s'est pas trop posé de questions. On a dit la Banque centrale est capable, elle a les outils nécessaires pour contrôler le niveau de MS. On a aussi une courbe à pente négative qui est la courbe de liquidité, de demande de monnaie. Okay? Et donc, elle a une pente négative. Pourquoi? Parce qu'une augmentation du taux d'intérêt réel correspond à une augmentation du coût d'opportunité de détenir de la monnaie, c'est-à-dire que je perds des rendements sur quelque chose d'autre, comme par exemple des obligations. Et donc, j'ai tendance à moins vouloir garder d'argent dans ma poche ou dans un compte chèque, c'est-à-dire la demande de monnaie chute. Donc, il y a une relation négative entre le taux d'intérêt réel et la demande de monnaie. À droite, R et Y sur les axes, OK? Et on va y aller étape par étape ici. Donc, la première étape, c'est de remarquer qu'à gauche, donc, on a un équilibre. Cet équilibre correspond donc pour un niveau du revenu Y1 donné. Donc, remarquez que ma fonction de liquidité, ici, ma demande de monnaie, est à cette position parce que le revenu est de Y1. Okay, c'est comme ça que je l'ai dessiné. Et donc, à ce niveau de revenu, j'ai la demande dans cette position qui croise l'offre de monnaie qui est, elle, verticale, et ça me donne un taux d'intérêt d'équilibre R1 ici. Ce taux d'intérêt d'équilibre, je peux le reporter sur mon graphique de droite. Donc maintenant, de la même façon que j'avais fait pour IS, j'ai au fond une combinaison de Y1 et R1 tel que le marché de la monnaie est en équilibre. Et ça correspond à ce point ici dans le graphique ISLMFE, Y1, R1. OK? Maintenant, que se passe-t-il si j'augmente le revenu dans ce modèle? D'accord? Dans le marché de la monnaie. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on augmente le revenu? La courbe qui va être affectée va être la courbe, comme vous imaginez, de demande de monnaie. D'accord? Et comment va-t-elle être affectée? On en a déjà parlé. Au fond, quand vous avez une augmentation du revenu dans l'économie, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de transactions, de désir de transiger. Et ça, pour transiger, ces transactions requièrent des actifs liquides, ce qu'on appelle de la monnaie. Et donc, il va y avoir une augmentation de la demande de monnaie à la suite d'une augmentation du revenu. D'accord? C'est ce que j'ai dessiné ici. J'ai donc une nouvelle courbe qui correspond cette fois-ci à un niveau du revenu plus élevé Y2. Cette courbe est une translation vers la droite de la courbe initiale. Et ce qui est important, c'est qu'en ayant maintenant une augmentation du revenu, la demande de monnaie augmente et ça amène une pression à la hausse sur le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt d'équilibre est désormais R2. À quoi est-ce que ça correspond dans le graphique de droite? Même chose qu'avant. Je regarde maintenant un nouvel équilibre. Ce nouvel équilibre est tel que pour un revenu Y2, j'ai un taux d'intérêt d'équilibre R2. Bon, mon revenu est plus élevé que Y1, c'est pour ça que je l'ai mis à la droite. Mon taux d'intérêt d'équilibre est plus élevé que celui initial de R1, donc il est plus haut. Et donc, j'ai un autre point sur ma courbe LM, qui correspond à une combinaison de R2, Y2 à l'équilibre. Donc, au fond, et encore une fois, chaque point sur la courbe LM correspond à une paire de R et Y tel que ce marché de la monnaie est à l'équilibre. Donc, de la même façon qu'on l'avait vu pour la courbe IS ou pour le marché d'épargne d'investissement, comment est-ce qu'on peut avoir des déplacements de la courbe LM? Au fond, tout ce qui changerait l'équilibre du marché de la monnaie, sauf Y. C'est-à-dire, n'importe quel facteur qui entraînerait un déplacement vers la droite ou la gauche de la courbe d'offre réelle de monnaie, ou un déplacement vers la droite ou la gauche de la courbe de demande de monnaie, sauf le revenu, amènerait un déplacement vers la gauche ou la droite de la courbe LM. Okay? Qu'est-ce que ça pourrait être? De manière évidente, une augmentation de l'offre de monnaie dans cette économie amènerait un nouvel équilibre dans le marché de la monnaie et donc
un déplacement de la courbe LM, dans ce cas-ci, un déplacement vers la droite. Okay? Donc, changement dans l'offre de monnaie, ça pourrait être aussi dû à un risque accru des actifs non monétaires. Donc, par exemple, les gens, tout d'un coup, ont peur de détenir des actions et des obligations dans une période de très forte incertitude. Les agents économiques se rabattent vers ce qui est, au fond, le plus sûr d'un certain côté, qui est de la monnaie. Donc, ça amènerait une baisse de la demande de monnaie ou une hausse de l'inflation anticipée. D'accord? Donc, si on s'attend à ce qu'il y ait de l'inflation dans le futur, c'est au fond, c'est quoi l'inflation? C'est comme une taxe à la détention de la monnaie. D'accord? On détient de la monnaie, on est taxé sur le fait qu'on détient de la monnaie. C'est-à-dire que le 100 que j'ai dans ma poche aujourd'hui va valoir moins, va avoir moins de pouvoir d'achat dans un an. Donc, une hausse de l'inflation anticipée, on s'attendrait à ce que ça amène une baisse de la demande de monnaie. Et donc, grâce à ça, on a dérivé notre troisième courbe, qui est la courbe LM, qui correspond au marché de la monnaie. Et donc, voilà, nous avons nos trois courbes pour le modèle ISLM-FE. Donc maintenant est venu le moment de récapituler un peu tout ce qu'on a fait. Donc vraiment l'idée ici était de développer un cadre conceptuel afin de nous permettre de faire une analyse macroéconomique basée sur trois marchés en même temps, travail, épargne et monnaie. D'accord? Et ça c'est très important, ça va venir très clair quand on va faire l'application plus tard. Mais l'idée ici, c'est vraiment de comprendre qu'en faisant avec le modèle ISLM-FE, on va pouvoir prendre en compte les interactions entre ces différents marchés. D'accord? Donc, en d'autres mots, le vocabulaire qu'on utilise en macroéconomie, c'est qu'on a maintenant un cadre d'analyse qu'on appelle d'équilibre général, qui permet de prendre en considération les trois marchés simultanément, alors que jusqu'à maintenant, on avait au fond analysé chaque marché de manière totalement séparée. On avait fait le marché du travail, on avait pensé à différents facteurs qui étaient reliés au marché du travail. On a ensuite parlé du marché de l'épargne d'investissement et finalement du marché de la monnaie, mais c'est de manière tout à fait séparée. À chaque fois, on recommence à zéro, au fond. Ici, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un outil qui nous permet de prendre en compte le fait que, sans surprise, il y a des interactions entre ces marchés. Au fond, en d'autres mots, s'il se passe quelque chose sur le marché de la monnaie, par exemple, la Banque centrale décide d'augmenter l'offre de monnaie, ça va avoir un impact non seulement sur le marché de la monnaie, mais aussi un impact sur le marché de l'épargne d'investissement. Parce que ça va changer les décisions de consommer, d'investir des agents économiques. Et c'est exactement donc ce que permet de faire le modèle ISLM-FE, c'est de représenter graphiquement et on pourrait le faire aussi algébriquement. On va d'ailleurs vous demander de le faire dans un de vos travaux. Cette relation d'équilibre entre R et Y à court terme dans une économie. À quoi correspond ici, au fond, cette idée d'équilibre général? C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation, dans la façon dont c'est dessiné ici, que ce que vous voyez sur la diapo, remarquez que j'ai représenté une situation très particulière, au fond. D'accord? J'ai choisi l'emplacement de mes courbes de manière judicieuse, au fond, de manière à ce qu'elles se croisent toutes au même endroit. D'accord? Donc, vous voyez que le point où les courbes LM, IS et FE se croisent est exactement le même, et ça ne devrait pas nécessairement être le cas. Et ça, c'est une situation où, au fond, ces trois marchés sont simultanément en équilibre au même taux d'intérêt réel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Rappelons-nous, chacune de ces courbes correspond à une collection d'équilibres potentiels, d'accord? Au fond, une collection de paires d'équilibres RY d'équilibres potentiels. Donc, quand on est sur la courbe LM, on sait qu'on est en équilibre dans le marché du travail. Quand on est sur la courbe IS, on sait quand on est sur la courbe LM, on sait qu'on est en situation d'équilibre sur le marché de la monnaie. Quand on est sur la courbe IS, on sait qu'on est en situation d'équilibre sur le marché d'épargne d'investissement, et ainsi de suite. Donc, le fait qu'on soit au point orange ici nous dit qu'on est en équilibre, parce qu'on est sur la courbe LM, on a un marché de la monnaie qui est en équilibre. Puisqu'on est sur la courbe IS, on a un marché d'épargne d'investissement qui est en équilibre. Et finalement, on est aussi sur la courbe FE, donc on sait qu'on est en équilibre sur le marché du travail. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un choc dans cette économie? Qu'importe. Un changement de la richesse, un changement de l'optimisme des entreprises, un virus qui frappe, des décisions politiques, de politique économique, et ainsi de suite.
qui amène des déplacements de certaines de ces courbes, mais pas nécessairement toutes. Et qu'on se retrouve tout d'un coup dans une situation où nos trois courbes ne se croisent pas au même endroit. D'accord? Donc, comment ensuite est-ce qu'on fait l'analyse du modèle ISNMFE quand on a nos trois courbes qui ne se croisent pas au même endroit? Donc ça va être pour la suite des choses. Ce qu'on va faire pour la suite, c'est que en classe, on va parler de la grande récession. On va utiliser au fond la dernière récession qu'on a connue, qui est la grande récession de 2008-2009, comme une application du modèle ISLMFE. Et à travers cette application, on va pouvoir mieux comprendre, au fond, la façon dont on analyse l'économie au niveau agrégé à la suite de différents chocs économiques. Donc, on se reparle plus tard. Merci.